Salut tout le monde, c'est François. Je suis super content d'être ici avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on tourne un podcast, en fait, qu'on vient de terminer. C'était super intéressant avec Sarah Lambert de chez Aura Médical et Zen Shen de Paper Minds. On parle d'intelligence artificielle et de technologie en santé, mais aussi en physio, l'impact que cette technologie-là peut réussir à avoir. C'est pas l'intelligence artificielle exactement ce qu'on en pense si on pense à des films des années 90 ou des années 80 comme Terminator avec le Judgment Day, les machines qui remplacent les humains. Jusqu'où est-ce que la technologie peut nous aider comme professionnels? Bien, on en parle aujourd'hui avec Sarah et Zen. Bonne écoute! Le pouls de la physio est une présentation de Medexa, Physiotech, service d'électrothérapie et Médicaltronic. Bonne écoute! Hey, salut Sarah, salut Zen. Salut. Je suis super content d'être avec vous autres ici aujourd'hui. On est à NextAI en ce moment, puis on va parler d'intelligence artificielle en santé, en tout cas entre autres, aujourd'hui. Peut-être qu'on peut commencer par en apprendre un petit peu plus sur qui vous êtes. Sarah, peux-tu me parler un petit peu de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton projet, qu'est-ce qui t'amène à être ici? Oui, je m'appelle Sarah, je suis CEO et cofondatrice de Aura Médical. Donc, notre but, c'était vraiment de faire de la réadaptation accessible à travers pour le domicile. Donc, je voulais que les patients puissent continuer la réadaptation, mais aussi à la maison. Fait que pour ça, on a développé une application reliée à un outil d'aide à la marche qui prend des données. Puis là, justement, d'où vient l'intelligence artificielle? On veut analyser ces données-là pour vraiment envoyer une personnalisation des soins de santé, puis des soins de réadaptation surtout. Donc, on est vraiment là-dedans. On est en train de développer la technologie. On fait nos premiers pilotes. Puis là, on est justement dans NextAI pour nous aider à croître l'entreprise. Cool. Zen, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis physiothérapeute de formation. Donc, j'ai travaillé chez Mouvement Physio avec François. Puis François m'a beaucoup appris durant mes premiers 6 mois de pratique. Donc, là, en ce moment, je travaille sur Paper Minds. Puis Paper Minds, c'est quoi? C'est une plateforme digitale dédiée au soulagement des douleurs musculo-squelettiques. Puis on utilise de l'IA synergique pour vraiment rendre l'expérience un peu plus rafraîchissante pour les gens qui consultent. Et Sarah, tu as étudié en physio aussi. Peut-être qu'on pourrait partir de la discussion là-dessus. Là. Qu'est-ce que les études en physio puis la physio vous a apprises dans le contexte de ce sur quoi vous travaillez en ce moment? Moi, j'étais vraiment passionnée par mes cours de biomécanique. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon bac en physio puis qu'après, j'ai changé en génie mécanique. C'est parce que j'étais vraiment passionnée par tout ce qui était biomécanique, mais surtout à la marche, mais aussi dans tout ce qui était mouvement. C'est vraiment ça qui me passionnait. Puis il y a moyen d'optimiser la réadaptation si on comprend bien la biomécanique, surtout la biomécanique de marche. Il y a tellement moyen que les patients aient des vrais outcomes cliniques qui sont vraiment bénéfiques si on inclut l'intelligence artificielle dans leur pratique. Donc c'est pour ça que, ouais, justement, moi, c'est un peu ça mon parcours, là. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, ton diplôme en physio, là où est-ce que tu en es en ce moment? Oui, donc dans le fond, nous, on est vraiment plus concentrés sur l'aspect humain puis psychologique de la personne. Puis Sarah, elle est plus dans le biomécanique, mais dans le fond, qu'est-ce que ça m'a apporté de la physio? C'est vraiment, je pense que c'est vraiment les 6 premiers mois où j'ai travaillé chez moi en physio. Toi, tu disais vraiment, il y a le 50% que c'est vraiment de comprendre ton patient. Puis ça m'a vraiment marqué. Puis c'est pour ça que nous, notre application en ce moment, c'est vraiment basé sur comprendre la personne derrière la douleur. Donc, je vais sortir une quote de Hippocrate que je sors maintenant beaucoup. C'est plus important de comprendre la personne, quel type de personne a la maladie que le type de maladie que la personne a. Donc ça, c'est vraiment pourquoi on utilise l'intelligence artificielle, c'est pour comprendre la personne qui a cette douleur-là pour mieux pouvoir l'aider. C'est ça, vu que les deux, je pense nos startups sont dans le domaine de la réadaptation. Le fait d'avoir un background en physio, ça nous a vraiment permis d'adapter nos startups pour les besoins de nos clients. Je pense que c'est ça qui nous différencie. Bien, j'imagine que sans avoir fait un diplôme en physio en premier, vous n'auriez probablement pas eu les idées sur lesquelles vous travaillez en ce moment. Exactement. Mais moi, ce que j'ai aimé de mon parcours à McGill, c'est parce qu'on avait eu la chance de prendre certains cours
dans d'autres domaines. Fait que moi, c'était vraiment la psychologie que j'aimais. Puis j'ai même réussi à convaincre quelques de mes amis à prendre des cours avancés avec moi. Tu sais, on disait, c'est un cours niveau 400. Puis là, le monde était comme, je suis pas sûr, moi, là, que je veux aller prendre ce cours de psychologie, mais tu sais, j'ai quelques-uns de mes amis. On a tous pris le Human Motivation ensemble. C'est un cours très, très intéressant en psychologie. Puis ça, c'est quelque chose qui me fascine, la psychologie humaine. Oui, surtout l'engagement du patient en réadaptation, c'est tellement important, là. Mais nous aussi, on avait des cours comme ça complémentaires. Puis tu vois, moi, j'avais pris entrepreneuriat. C'était ma prochaine question, tu sais, parce qu'en fait, vous êtes deux entrepreneurs avant, peut-être, je ne sais pas si c'est avant tout, en tout cas, ça fait partie de qui vous êtes. Tu sais, si on parle d'entrepreneuriat, si on parle de qu'est-ce que la physio a pu apporter, à quel point est-ce que le diplôme en physio prépare les futurs professionnels à, peut-être au domaine de la physio, donc à la pratique professionnelle, mais aussi à être capable de grandir professionnellement puis développer d'autres projets comme ceux sur lesquels vous travaillez, vous pensez? Est-ce que le diplôme prépare les jeunes à travailler sur autre chose? Mais tu sais, avec le bac à l'Université Laval, on a vraiment fait des stages dans plusieurs domaines. Donc, ça nous a permis de toucher, de voir un peu l'expérience sur le terrain de très tôt, tu sais. Donc là, ça nous permet d'avoir les meilleures idées possibles. C'est quand on voit c'est quoi les pain points, c'est quoi que nos patients avaient de la misère, c'est quoi leur pain point. Fait que, tu sais, le fait d'avoir plusieurs expériences dans différents milieux, je pense que ça nous préparait bien à avoir cette émulsion d'idées-là. Mais si on parle, par exemple, d'autres, tu sais, comme là, par exemple, vous êtes dans le domaine de la réadaptation de façon connexe avec vos projets, mais est-ce que le diplôme professionnel de physio est un diplôme qui peut préparer les jeunes professionnels à aller au-delà de la pratique? Je ne veux pas que ça soit péjoratif, là, mais faire autre chose avec leurs connaissances. Un peu comme ce que vous faites en ce moment, là. Ouais. Mais moi, je pense que c'est vraiment l'expérience en tant que physiothérapeute. Quand tu pratiques en clinique, ça, c'est vraiment important. Ça m'a donné beaucoup d'outils pour, par exemple, devenir un meilleur réseauteur, puis d'écouter les autres sans les interrompre. Donc ça, c'est l'écoute active. Puis ça, c'est vraiment important parce que quand tu parles au monde, ils ont toujours des nouvelles idées. Puis c'est vraiment en prenant les idées de tout le monde, puis en les combinant, que tu crées quelque chose de nouveau, puis que tu arrives à innover. Par contre, si j'avais pas eu ce training-là en physiothérapie, ça se peut que j'aurais coupé les gens à moitié, puis j'aurais pas eu cette idée-là qui est rentrée, puis commencer le processus de brainstorming. Là. Fait que dans le fond, il y a une partie des idées qui vient de ce que les gens nous disent aussi. Là, quand tu parlais tantôt, Sarah, de pain points, là, c'est basé sur... C'est pas juste basé sur qu'est-ce que nous, on envoie, c'est basé aussi sur ce que les gens vont nous dire. C'est tellement vrai. Faut communiquer avec le client pour savoir c'est quoi qu'il a besoin, puis savoir c'est quoi qui manque dans la pratique actuelle pour pouvoir combler ces besoins-là. Ouais. On va parler un petit peu dans le fond, justement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de palpable. Hein? Pour la plupart des gens, c'est un concept qui peut être un peu flou. Mon premier contact, moi, avec l'intelligence artificielle, c'est probablement dans Terminator. Puis l'impression que j'ai, puis peut-être que d'autres personnes peuvent avoir d'intelligence artificielle, c'est le jugement dernier. Hein, la machine va venir éliminer l'homme parce qu'elle va devenir plus intelligente que l'humain, l'homme ou la femme, là, l'homme avec un grand H. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est possible de nous donner votre interprétation de ce que c'est, puis le rôle que ça peut jouer? Autant en santé que dans la société, si on veut. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, tu donnes l'exemple de Skynet, mais tu sais, l'intelligence artificielle, on la voit dans la vie de tous les jours. Là. Mettons, si on conduit une Tesla, c'est powered par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça fait quoi? Ça prend des données, les données qu'on a dans la vie de tous les jours, puis avec ces données-là, on est capable de soutirer de l'information pour justement atteindre certains objectifs, que ce soit conduire une auto. Mettons, si on prend l'exemple de Tesla, ce que ça fait, c'est il y a des senseurs, des caméras qui regardent justement tout autour c'est quoi. Puis l'intelligence artificielle, avec le computer vision, on est capable d'identifier
exactement c'est quoi qui est sur la route. Puis après ça, dans le fond, c'est des maths avancées que, justement, avec les calculs de probabilité, on regarde, OK, c'est quoi la route à prendre? Est-ce qu'on est capable de faire un virage maintenant, oui ou non? Fait que, en résumé, l'intelligence artificielle, c'est vraiment le pouvoir de prendre ces données-là, puis d'apprendre sur ces données-là pour pouvoir propulser un objectif particulier. C'est vrai que certaines personnes, comme tu disais, il y en a qui peuvent avoir peur un peu de l'intelligence artificielle dans le sens que ça va remplacer l'homme, mais c'est pas ça nécessairement. Des fois, ça peut juste envoyer des suggestions pour faire prendre des meilleures décisions, ou surtout en santé, ça peut être prendre des meilleures décisions cliniques. Comme, OK, bien là, avec l'intelligence artificielle, on a regardé qu'avec ce type d'imagerie-là, bien, tu es à risque d'avoir un AVC ou tu es à risque d'avoir un tel cancer. Donc, tu sais, c'est le pouvoir de l'intelligence artificielle de prendre plusieurs données que normalement une personne humaine n'a pas accès à toutes ces données-là dans sa tête. Fait que ça permet juste d'avoir une meilleure global picture un peu, d'avoir comme vraiment une meilleure aperçu. Voir des tendances qu'on ne pourrait pas voir autrement. Exactement. Quand je lis là-dessus, on entend souvent, en tout cas moi, une des choses que je lis, c'est que avec les technologies de l'information, c'est souvent plus facile pour la technologie de l'information de recueillir des données que de classer ces données-là puis de trouver du sens. Alors, est-ce que c'est un petit peu ça, l'intelligence artificielle, d'essayer de trouver du sens à un paquet de données qui, comme tu disais, Sarah, qui peut pas nécessairement faire du sens peut-être c'est trop volumineux ou ça fait pas nécessairement du sens pour quelqu'un qui peut les regarder et trouver des tendances? Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui mettent beaucoup, justement, là, le AI de l'avant parce qu'ils savent pas c'est quoi que ça va donner. Mais, tu sais, si on pense en amont à c'est quoi qu'on veut avoir comme outcome, tu sais, comme chez Aura, on veut personnaliser les soins, donc permettre de savoir un peu le outcome patient, de pouvoir prédire un peu sa biomécanique de marche après tant de séances. Fait que ça, c'est du AI parce qu'on va être capable de prédire un pronostic de marche un peu plus. Fait que, on a le end goal, on a un peu c'est quoi qu'on veut atteindre. Fait que là, à partir de ça, là, on a été capable de cibler les données en entrée. Donc là, nous, on l'a fait de cette façon-là. On veut aller chercher tel objectif, donc on a besoin de telles données en entrée. Il y en a beaucoup qui font le contraire, dans le sens qu'ils voient qu'il y a beaucoup de données, puis là, après, ils l'extrapolent pour voir c'est quoi qu'on peut aller chercher. Puis sur ce point-là, ça, c'est la différence entre une start-up qui est concentrée sur comment appliquer l'intelligence artificielle versus une compagnie qui est un peu plus établie. Puis là, une fois qu'ils regardent, on a plein de données, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis ils essaient d'analyser ça. Fait que tu as les deux approches. Puis, ce qu'on voit dans les hôpitaux, par exemple, il y a toutes sortes de données. C'est vraiment, fascinant. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat avec ça? Mais par contre, toutes ces données-là, c'est stocké un peu partout. Puis c'est difficile de faire du sens avec ça. Tandis que quand on développe une start-up en intelligence artificielle, on commence sur, OK, c'est quoi les données qu'on doit justement recueillir pour éventuellement pouvoir appliquer de l'intelligence artificielle dans notre produit. Est-ce qu'il y a une différence de succès, selon vous deux, entre de le prendre à la source puis de dire, ben voici mon objectif, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça, versus peut-être des plus grosses entreprises qui se disent, hey, on a plein de données, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, en termes de succès, puis qu'est-ce qu'on est capable d'atteindre comme objectif? Est-ce qu'il y a une différence basée là-dessus, en tout cas? Les entreprises établies peuvent vendre leurs données, parce que souvent, il va y avoir des startups qui vont manquer de données. Fait qu'ils vont justement aller chercher des données des grosses entreprises que les autres ne savent pas trop quoi faire avec, ou ils vont faire de l'intra-entrepreneuriat, donc l'entrepreneuriat au sein d'une même entreprise, qui vont essayer de développer justement de l'AI puis chercher un but à partir de ces données-là. Fait le success rate, je suis pas capable de dire est-ce qu'il y en a un qui est plus... Parce que la grosse compagnie est déjà à profit. Fait que, tu sais, elle peut survivre sans, tandis que la start-up, elle en a vraiment besoin de ces données-là. Puis dans notre domaine, dans le domaine de la santé, ce qui est important, puis chez Paperminds, mais chez toutes les autres compagnies en santé, c'est vraiment la vie privée, la confidentialité. Fait que même s'il y a certaines compagnies qui ont peut-être les données que nous, on a besoin, on ne peut pas les partager, là. Fait que nous, quand on recueille les données, nous, on a 3 principes qu'on suit beaucoup. QSP, la qualité, le service, puis la vie privée pour la confidentialité. Fait que, il faut respecter ça pour pouvoir construire
une compagnie qui peut subsister puis continuer à aller de l'avant. Est-ce que la privacy des données est plus importante en santé que dans d'autres domaines? Pourquoi? Mais je pense que oui, tu sais, avec le Facebook de ce monde-là, tu sais, il y a beaucoup, monsieur, madame, tout le monde ne savait pas justement que, tu sais, toutes ces données-là étaient utilisées à leur insu. Tu sais, quand on essaie de vendre des pubs, c'est bien le fun, mais tu sais, c'est des données que tu utilises, tu collectes sur les utilisateurs, puis c'est pas nécessairement les gens n'ont pas consenti à donner leurs données. Puis là, Facebook est rentré puis il dit « OK, on va faire de l'argent sur ça ». Donc, je pense que le futur des compagnies, dans le futur, ce qui va se passer, c'est qu'il faut donner le consentement en premier. Puis c'est ça que je pense que, au niveau de la santé, c'est encore plus important, mais dans toutes les autres compagnies aussi, ça va être un processus qui va être important aussi, si on veut que les consommateurs nous fassent confiance. Parce que à la fin de la journée, c'est ça, on a besoin de clients, mais il faut qu'ils nous fassent confiance. C'est ça. Nous, on est très transparents. Bien, toi aussi, tu as de l'air à l'être aussi beaucoup avec ta start-up, mais je pense que c'est les valeurs de l'entreprise. Nous, on veut de la transparence, donc on veut que les clients potentiels sachent qu'on a mis en place une structure pour la confidentialité des données, pour qu'eux se sentent sécurisés, puis que si ils utilisent l'appareil, ils n'ont pas peur qu'il y ait justement des données qui soient vendues ailleurs. Et quand on parle de consentement, moi, la plupart du temps, quand je consentis à quelque chose sur Internet, c'est à peu près 50 pages que je vais scroller. Cette réalité-là, il y a de la réalité de consentir à quelque chose maintenant aussi, puis avec l'évolution tellement rapide de la technologie, à quel point est-ce qu'on se dit, à l'intérieur d'une compagnie, on peut se dire, ah oui, mais on pourrait faire ça. Des fois, c'est quand tu as les données que tu réalises qu'est-ce que tu peux faire avec. Et là, c'est pas nécessairement possible de redemander à ton patient ou à ton client de reconsentir à l'utilisation de ces données-là. Puis probablement que là où on voit des bris de confidentialité, c'est un petit peu toujours dans l'objectif que les compagnies comme Facebook, par exemple, avaient de toujours servir de mieux en mieux le client. À un moment donné, tu t'en vas toujours une coche plus loin jusqu'à ce que tu sois rendu pas mal plus loin de ce que tu avais expliqué à ton client à la base. T'sais. C'est quoi le défi dans le fait de grandir dans une entreprise où chacun de vous deux ne savez probablement pas où est-ce que vous allez être dans un an, puis qu'est-ce que vous allez pouvoir réussir à faire avec ces données-là? Comment est-ce qu'on fait, surtout en santé, là, pour s'assurer que mettons, les valeurs que vous mettez de l'avant restent béton? Nous, on l'a séquencé, dans le sens que le AI ne se développe pas du jour au lendemain. Là. On a besoin d'une grosse base de données. Fait qu'on l'a vraiment séquencé. Ça, c'est le premier step qu'on veut avoir avec l'AI. Ça va être vraiment comme plus dans l'analyse de la marche. Puis après ça, on va pouvoir tirer d'autres conclusions. Mais on ne veut pas se rendre au end goal qui va être de faire des gros pronostics de marche. Ça va venir étape par étape. Mais là, on veut tout le temps avertir nos clients, puis ça va être une des façons, justement, de les sécuriser. Ça va être de garder cette transparence-là, puis de montrer c'est quoi nos end goals, puis nos milestones qu'on veut atteindre avec le AI. Mais si on retourne sur le point que tu avais amené au début sur qu'est-ce que le parcours de physiothérapie a amené, mais une chose, c'est l'éthique. Hein? On a eu des cours sur ça. Comme professionnel. Comme professionnel, mais ça reste dans tes valeurs. Parce que je pense que c'est vraiment les dirigeants des entreprises que si ils ont leur valeur morale qui est éthique, mais c'est ça qui guide la compagnie. Fait que ça vient des dirigeants. Puis je pense que la physiothérapie nous a bien formés pour ça. Puis les cours qu'on a eus. C'est une bonne question. Ouais, c'est un bon point. Est-ce qu'on est trop éthique? Est-ce que ça se peut être trop éthique? Est-ce qu'on est trop gêné des fois de qu'est-ce qu'on est capable d'amener? Puis pas que l'éthique, c'est nécessairement contraire à... Mais des fois, avancer, ça veut dire utiliser ce qu'on connaît à bon escient, puis oser aussi un peu. Briser la confidentialité, c'est pas nécessairement oser de la bonne façon, mais à quel point est-ce que ça nous garde... Être trop éthique, ça peut nous garder dans un monde où on manque d'imagination dans ce qu'on peut construire. C'est très intéressant, ça, parce que si on regarde notre domaine, un domaine connexe qui est la médecine, eux sont pas mal plus avancés au niveau de la technologie. Donc, je dirais qu'en physiothérapie, on est encore plus conservateur que peut-être les gens en médecine. Parce que, mettons, je parle d'un projet récent que j'ai vu, ça, c'est pas vraiment éthique, là, mais il y a comme des médecins aux États-Unis qui ont parti un projet NFT
Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le NFT, c'est, excusez-moi mon anglicisme, mais non-fungible token. Dans le fond, c'est comme quelque chose, un item digital que tu peux acheter. Puis, ces médecins-là, ce qu'ils disaient, c'est que si tu achètes mon NFT, tu as un accès direct à moi. Donc, c'est comme s'ils vendaient des tickets pour aller voir le médecin, tu sais, puis c'est pas vraiment éthique comment ils le font, là, mais ça dit qu'au niveau des médecins, des fois, ils osent un petit peu plus que nous en physiothérapie. Oui, puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'NFT peut prendre de la valeur, donc quelqu'un pourrait revendre ce ticket pour le médecin-là à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si on est assez populaire en physio pour se mettre à vendre notre temps de pratique. On n'est pas là, je pense. Hein? Oui, mais l'autre point intéressant sur ce que tu amènes, François, c'est que, tu sais, il faut qu'on innove en physiothérapie parce que si on n'innove pas, il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans notre domaine, des technocrates qui ne connaissent rien en physiothérapie. Puis on a vu récemment, United Healthcare, là, qu'est-ce qu'ils font en physiothérapie aux États-Unis. Il y avait un post sur le groupe, c'est ça. On avait des inquiétudes par rapport à ça, mais c'est vraiment ça. Si on n'innove pas, mais il y a d'autres gens qui vont le faire pour nous, des technocrates qui vont venir, puis ils vont dire, puis eux, ils connaissent juste la tech, puis on va venir, ils vont dire, OK, là, maintenant, c'est comme ça qu'on fait de la physiothérapie. Je ne sais pas le modèle de United Healthcare, je n'ai pas regardé plus en détail, mais de ce que j'avais compris, il y avait des mécontentements dans le groupe. Bien, il y a dans le groupe et au Québec, mais ça touche surtout, pour ceux qui ne sont pas au courant, United Healthcare, c'est une compagnie d'assurance aux États-Unis et ils ont développé en fait, c'est basé aussi sur l'intelligence artificielle dans ce qu'eux disent en termes de prescription d'exercice pour des gens post-op. Et dans le fond, eux, ils disaient, en tout cas, les termes qu'ils utilisaient, c'est qu'ils faisaient de la physio, mais qu'il n'y avait pas de physio, puis que tu avais accès à un coach si jamais c'était pas suffisamment complet comme ce qu'on t'envoyait. Alors, c'est sûr et certain que, encore une fois, si on parle d'intelligence artificielle où tu as un intrant puis un extrant de données, c'est que dans le fond, la capacité de cet outil-là est qu'elle pourrait devenir de plus en plus précise, basée sur l'information qui rentre, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Je te vois hocher de la tête, Sarah. Ah, c'est parce que, tu sais, là, ça me fait penser... plutôt de la tête. Oui, c'est ça. Tu parles de technocrates, là, puis tu parles des gens qui vont pas se gêner à dire qu'ils remplacent le physio. Bien, c'est ça qui fait que le monde a peur de l'intelligence artificielle. Nous, c'est pas ça le but, là. Je pense que c'est pas ça ton but non plus, là. Le but, c'est juste d'améliorer les traitements. C'est pas de remplacer la profession, c'est de l'optimiser. Fait que ça me fâche tout le temps quand il y a des gens qui arrivent comme ça puis qui disent « Ah, on va remplacer une profession. » Non, c'est ça. Nous, notre philosophie, c'est on est comme une extension des physiothérapeutes. C'est ceux qui regardent Iron Man, on est un peu comme le Jarvis pour les physiothérapeutes, pour les aider dans leur travail tous les jours. Parce que je pense que c'est ça le futur. La technologie, ce que ça permet, c'est de remplacer des tâches un peu plus routinières. Puis donc, si certains technocrates ils pensent que la physio, c'est facile, puis tu fais juste boum, 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 puis ils pensent qu'on peut le remplacer, ça veut dire que nous, en tant que physiothérapeute, on n'a pas assez mis en avant notre expertise. Parce que s'ils pensent qu'on peut se faire remplacer aussi facilement, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris que ce qu'on apporte, c'est beaucoup plus que ce qu'ils pensent qu'on apporte. Quelque chose de redondant ou quelque chose d'ultra simple. Exactement. Donc, il y a aussi cette partie éducationnelle qu'on doit se concentrer sur. Puis je pense que, au Québec, avec l'OQP, puis tout ce que l'OPPQ fait, on fait déjà, on avance sur ce sujet-là, mais il faut en faire plus aussi. Ça s'en va où, l'intelligence artificielle? Puis jusqu'où ça peut aller pour la santé physique puis la santé mentale? On est où en ce moment? Puis où est-ce que vous voyez... Dans quel monde est-ce qu'on peut s'en aller si ça continue à évoluer à cette vitesse-là, mais c'est une vitesse exponentielle? Fait que, moi, je suis très dans la santé physique. Je pense que tu es plus dans la santé mentale si tu touches plus le psychologique un peu, en étant très, très physique encore. C'est ça, mais... c'est ça. On touche tous les domaines en physiothérapie. Là. Je ne veux pas dire que, on est segmenté de cette façon-là, mais je pense que, pour vraiment approcher un patient, il faut avoir voir la globalité de la chose, puis c'est ça qu'on essaie de faire de notre côté. Ouais. Donc, nous, on est plus encore juste physique. On va essayer de chercher la globalité, mais c'est peut-être plus pas tout de suite. Là, nous, on est vraiment comme dans regarder les paramètres de marche, parce que quand je pratiquais,
ben, je pratiquais comme étudiante. Là. Je suis pas dans l'ordre des physios. J'ai juste fini le bac. Là, fait que je vais le dire. Là, quand je pratiquais comme étudiante en stage, je prenais comme les distances de marche des patients, la vitesse de marche. Puis ça nécessitait beaucoup d'outils. Là. J'avais comme mon chronomètre, mon podomètre. Là, je prenais toutes ces mesures-là. Puis ça prenait du temps pour les thérapeutes, tu vois. Puis pendant que je faisais ça, je traitais pas le patient. Fait que là, j'étais comme, bien, s'il y a moyen d'aller chercher des données objectives, qui en ce moment, on a de la misère, ou, tu sais, on va le faire, mais ça va prendre beaucoup de temps dans la séance. Là, s'il y a moyen de synthétiser ça, d'optimiser les traitements, d'aller chercher des informations objectives que normalement, les physios ont plus de la misère à aller chercher ou qu'ils vont pas nécessairement tout le temps prendre le temps d'aller chercher, bien là, on pourrait optimiser les soins. Fait que là, c'est, OK, quelles données qui manquent en ce moment sur le marché dans les traitements? Là, nous, on a ciblé quelques paramètres. Fait que là, on veut aller chercher ces données-là. Puis je pense qu'il y a de la place à aller chercher des données là, objectives. Parce que là, le subjectif, on va être capable de l'avoir avec le patient. Les données objectives, tu sais, les physios, ils le font très, très manuellement. Ou, tu sais, puis je pense qu'il y a encore de la place à l'amélioration, mais les physios sont bons là-dedans avec tout ce qui est thérapie manuelle. Puis, fait qu'il y a de la place à aller chercher des données objectives en plus du subjectif, je crois. Oui, puis c'est intéressant ce que tu apportes. Puis, tu sais, Sarah, tu as une façon de collecter les données, mais tu sais, on peut collecter des données dans plusieurs domaines. Puis c'est ça, tu sais, dans l'intelligence artificielle, il y a plusieurs sous-domaines. Tu sais, on parle de computer vision, qui est plus l'apprentissage par vision, mais on a aussi l'analyse du texte. On a aussi ce qu'on appelle du reinforcement learning. Donc, il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut faire dans le domaine de l'intelligence artificielle qui va pouvoir bénéficier les physiothérapeutes puis aussi les patients. Mais il faut juste voir quel segment on commence par parce que c'est difficile de commencer à construire une start-up en intelligence artificielle parce que tu as besoin de beaucoup de données. Fait que tu regardes dans tout ce processus-là, c'est quel que tu veux appliquer en premier, puis après ça, bien, tu fonces de l'avant, puis on est comme un peu en mode exploration, tu sais, c'est un peu, dans les années 1500 où tout le monde partait en bateau, là, c'est un peu ça, là. Là, on part dans l'océan digital, là. Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui développe de l'intelligence artificielle? Tu sais, on peut-tu aller... c'est quoi le film avec DiCaprio, là? C'est comme une strate de plus, là. Inception. Ça va jusqu'où, ça? Mais justement, tu vois, par exemple, dans GitHub, c'est un outil utilisé par les programmeurs. Il y a de l'intelligence artificielle qui code. Puis je pense que tu peux coder de l'intelligence artificielle aussi. Fait que, tu sais, fait que oui. Je pense que la réponse courte, c'est oui. Ça se peut. Là, une des choses que tu viens de dire, Zen, c'est on se dit qu'on va aller de l'avant avec ce projet-là, puis ben on fonce. Tu sais. Fait que, est-ce que vous avez des conseils que vous pourriez donner à des professionnels de la physio ou dans d'autres domaines, mettons, de la santé, ou qui est peut-être un petit peu moins florissant en termes de... ou justement, peut-être à cause de l'espèce de conservatisme qu'on peut avoir, où il y a peut-être moins cette idée-là d'aller dans l'entrepreneuriat en technologie ou dans d'autres choses. Fait que des conseils que vous pourriez donner à des professionnels qui ont envie d'aller de l'avant, soit en technologie ou en affaires, simplement. Là. Qu'est-ce qu'on peut suggérer à quelqu'un qui a envie de développer quelque chose? C'est ça, mais ça, c'est une bonne question parce que moi, j'ai vraiment été stimulée par le génie après, parce qu'il y avait comme des stages en entrepreneuriat. Ce que tu n'as pas dit, c'est que tu as fait, dans le fond, tu as fait un diplôme, tu es en train de terminer un diplôme en génie mécanique. Ouais. Fait que c'est plus le domaine de du génie mécanique. J'ai quand même fait mes cours de spécialité en mon bac en physio, en entrepreneuriat, puis après, j'avais switché en génie mécanique. Puis là, je suis en train de finir mon bac en génie mécanique, mais c'est vraiment le stage en entrepreneuriat à Polytechnique Montréal qui a comme éveillé quelque chose que... Fait que peut-être que Zen peut répondre plus parce que lui... C'est ça. Moi, c'est différent. Moi, je viens du domaine de la physio. Puis je pense que conseil numéro 1, c'est de te chercher des mentors. Par exemple, j'ai rencontré François
il y a voilà, 3 ans même. C'est pré-pandémie. Pré-pandémie, c'est ça, là. On va utiliser cette date-là, hein? Mars 2020, ça va être comme un standard, là. Oui, peut-être un an avant ou l'été avant. C'est ça, l'été avant que je parti mon projet. 2019, ça fait exactement. un petit peu plus de 3 ans, presque 3 ans. Donc, c'est vraiment de trouver des mentors qui vont te challenger puis qui vont pouvoir te supporter dans ces idées-là. Même chose pour Alain Racine, qui m'a beaucoup supporté durant tout mon processus. Quand on commence en entrepreneuriat, on ne connaît pas grand-chose, mais c'est avec le support et les encouragements que, on continue. Donc, merci à toi, François, puis Alain, puis plein d'autres mentors qui m'ont supporté durant... Tu as tellement raison, là, ouais. Justement. Là, moi aussi, on a parlé à Alain beaucoup. Fait que c'est le fun, c'est les mêmes mentors aussi, François, là, que justement, on s'était parlé en décembre parce que justement, j'avais besoin de... Quelle date, Sarah? Ah, c'était... T'en rappelles-tu? Parce que j'avais regardé ton calendrier, puis il y avait de la disponibilité le 24. Oui, le 24 décembre. C'est la vie d'un entrepreneur. Il n'y a pas de Noël, il n'y a rien, il n'y a pas de fête, pas de vacances. Mais c'est surtout que je me suis dit, au pire, il me dit non, tu sais, puis il me cancelle. Puis, tu sais, je perds rien, mais c'est comme, j'ai quand même osé. Puis en plus, c'était la pandémie, là. Il me semble qu'il y avait un lockdown, là. Il y avait un micron qui rentrait dans le... Il y avait un micron, j'avais rien... j'aurais eu d'autres choses à faire, mais je faisais ce qui me passionnait, tu vois, qui était de encore chercher plus d'informations sur mon domaine, sur mon marché. Puis c'est ça, le fait d'avoir des gens comme toi qui ont... Tu sais, je pense que vous êtes des grands... un nom connu dans la réadaptation. Tu sais, tu parles de la physiothérapie, tu veux améliorer la physiothérapie au Québec. Fait que je pense que le fait de parler à des gens comme toi qui connaissent vraiment bien le domaine, bien, c'est là que nous, ça nous permet d'encore mieux orienter notre solution pour la pratique. Oui. Puis un autre point pour ajouter à ce que Sarah dit, tu sais, à Montréal, on est chanceux parce qu'il y a tout un écosystème pour aider les gens qui veulent se lancer en affaires. Je pense pas qu'il y en avait dans ton temps, là, mais t'es pas... les années 30. Mais c'est quelque chose qui existe plus maintenant, juste parce que... Je pense que dans tous les cas, la technologie est très stimulante. C'est un domaine qui vient avoir un impact important dans la stimulation de l'entrepreneuriat. Fait que c'est sûr que moi, quand j'ai gradué en physio, puis je comprends les... je fais du pouce sur ce que tu dis, mais je comprends aussi les... quand tu gradues en physio, probablement plus qu'aujourd'hui, qu'effectivement, là, moi, ça va faire 15 ans que je pratique cet été, moi, il n'y avait personne qui m'avait dit que je pouvais faire d'autres choses avec les connaissances que j'avais acquises, t'sais. Puis, il faut quand même... je me suis écrit un mot là, dans ce que vous disiez tout à l'heure, puis je pense qu'il faut oser aussi, tu sais, quand tu dis un peu comme les Vikings, là, ou peu importe qui là, qui part en bateau puis qui s'en va à visiter ou essayer de trouver l'Amérique, là, alors que tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu vas trouver. Oser, c'est important, puis c'est quelque chose qui se pratique. D'être capable de se challenger puis se placer dans des situations qui sont plus déstabilisantes. Puis quand on réussit, ben on finit par se dire qu'on était capable de passer à travers quelque chose qui est déstabilisant, tu sais. Puis moi, ce que j'avais aimé, c'est de pouvoir tester ma solution pendant que j'étais encore aux études. Parce qu'il n'y avait pas... Tu sais, j'ai fait un stage entrepreneurial en génie. Je ne sais pas si ça existe en physio. Moi, en tout cas, à l'Université Laval, dans le temps, en tout cas, peut-être ça n'existait pas, ou peut-être j'aurais pu. Je pense que la maîtrise pouvait se faire en entrepreneuriat. Fait que je suis pas assez outillée sur le sujet, mais c'est le fait de le tester pendant les études parce qu'il y a moins de risques un peu. Fait que, tu sais, dans le sens que, tu sais, il n'y a pas de salaire encore que de rentrée d'argent très, très énorme encore aux études. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment aimé ça, pouvoir le tester quand j'étais encore aux études parce que j'avais moins de risques. Je parlais de ça cette semaine avec quelqu'un, puis on se disait que quand tu te pars en affaires puis que tu n'as rien à perdre. Exact. C'est plus facile d'oser. Puis, tu sais, dans le fond, le fait d'être jeune vient souvent avec ça aussi. Fait que peut-être qu'on... Tu sais, un genre de message, je vais faire le rôle, je vais jouer le rôle de Mélodie, là, qui parle souvent de take-home message, là. Tu sais, quelque chose, on n'a pas fini, là, mais quelque chose que je pense que quelqu'un peut retenir, c'est que faut oser rapidement, puis peut-être que de le faire jeune dans sa profession, ça peut amener des effets positifs là, sur le fait d'être capable de continuer à avancer, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a à perdre, là, tu sais? C'est ça, c'est un très bon point, puis je vais ajouter, faut foncer, trouve-toi des bons mentors, puis le monde sont là pour t'encourager.
sais, la plupart des gens, ils pensent que quand on se lance en affaires, tu sais, personne ne va vouloir t'aider. C'est pas vrai. Il faut juste trouver les bonnes personnes, tu t'entoures des bonnes personnes, puis tout le monde va devenir ton cheerleader. Donc, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidé parce que il y a des ups and downs en entrepreneuriat. Puis, j'ai eu des conversations avec Alain qui m'a remonté le moral, avec tout le monde qui me supportait. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Fait que c'est vraiment de foncer. Quand on a une bonne idée puis on y croit, c'est de foncer, de s'entourer de gens qui peuvent nous mentorer, puis aussi d'être inscrit dans l'écosystème de start-up à Montréal. Il y a plein d'incubateurs. On est dans NextAI ici, mais il y en a plein d'autres aussi qui peuvent supporter ce parcours entrepreneurial. Puis il y a vraiment des incubateurs spécialisés dans le domaine dans lequel une personne décide d'entreprendre. Comme nous, on est en santé numérique, fait que nous, on fait partie du CTS aussi. Fait que le CTS, c'est le catalyseur des technologies de la santé qui est très axé en digital health. Puis on est dans le Santec aussi, que ça, c'est très technologie. Fait que, tu sais, nous, on était dans le domaine très technologie. On est dans NextAI, justement, dans les bureaux de NextAI, parce qu'on a de l'intelligence artificielle. Mais justement, il y a tellement moyen de cibler des incubateurs qui sont propres au domaine de notre start-up pour aller chercher encore plus d'expertise. Puis souvent, les incubateurs, comme tu as dit, là, ils vont nous lier à des mentors qui vont être encore plus spécialisés dans notre domaine. Puis je suis sûr que tout le monde ici, autour de la table, serait prêt à parler à des gens. S'il y a jamais des gens qui écoutent le podcast puis ils se disent « Ah, mais moi, j'aimerais partir en affaires, peut-être plus en tech », bien, on est là pour aider, là, pour pointer au moins c'est quoi les ressources qui existent dans l'écosystème. Fait que, ouais. Mais là, tu sais, dans le fond, je retiens un petit peu ce que tu dis, Sarah. Tu dis, ben dans le fond, je pars tel projet, puis tel projet touche à tel truc, donc je peux être dans tel incubateur, puis ça touche à tel truc aussi, fait que je peux être dans tel incubateur. Donc, si je me pars un projet en technologie, est-ce qu'il faut que j'aie un projet qui touche à tout? Comme ça, je peux avoir du support un petit peu de partout? Non. Le meilleur moyen, c'est d'être lean. Fait que pas toucher à tout. Nous, ça l'a donné que dans notre modèle d'intelligence, on voulait créer un modèle d'intelligence artificielle, mais ça avait un but. Puis pour ça, au début, on ne voulait pas nécessairement inclure de l'intelligence artificielle. On avait une bonne idée. Je voulais pas remplacer. Je voulais imiter les mains du thérapeute avec un outil d'aide à la marche. Puis là, je me suis rendu compte que ça, je pouvais avoir plein de données, puis que ces données-là, après, je pouvais trouver l'objectif final que j'étais cet objectif-là d'avoir un pronostic de marche, d'être capable de dire à un patient, si tu marches à tous les jours, dans 2 ans, tu vas être capable de marcher. Je trouvais ça tellement puissant, justement, pour engager le patient dans sa réadaptation, comment on peut vraiment motiver le patient avec l'intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me dis, OK, bien là, il pourrait avoir de l'intelligence artificielle. Mais au début, je me disais vraiment, OK, on va cibler un outil d'aide à la marche qui collecte des données pour le thérapeute, que normalement, il n'y a pas accès à ces données-là. Mais après, c'est vraiment en explorant de fond en comble mon projet que je me suis dit qu'il y avait un pouvoir de croissance avec l'intelligence artificielle. Mais c'est souvent une des choses qu'on lit, tu sais, puis je pense que vous avez les deux à aborder un petit peu cet aspect-là, de je me pars en affaires, j'ai comme un objectif, mais des fois, l'objectif n'est pas aussi clair qu'après un certain temps qu'on ait travaillé sur notre entreprise en tant que telle, ou ce qu'on voulait faire au début nous amène vers trouver vraiment pourquoi est-ce que finalement on s'est lancé en affaires. Pouvez-vous me parler de cette recherche-là un peu, qui est peut-être plus au début, là, j'ai une bonne idée, mais c'était peut-être pas une excellente idée au début. Finalement, on a comme dévié un petit peu, puis on s'en est dans une autre direction. Tu sais, Zen, toi puis moi, on s'était rencontrés, puis on avait parlé d'autres idées que tu avais eues. Puis là, c'est un petit peu ce que tu viens de me dire aussi, Sarah, mais on avait un objectif, puis on s'est comme rendu compte de ce qu'on pouvait vraiment faire avec ce qu'on développait finalement. Pouvez-vous me parler un petit peu de cette recherche-là où c'est comme si des fois, on a une flashlight dans le noir puis on voit pas nécessairement complètement la pièce. Puis c'est en l'explorer qu'on finit par comprendre un petit peu dans quelle direction est-ce qu'on peut s'en aller. Mm-hmm. Bien, tu sais, c'est très intéressant ce que tu amènes. Tu sais, moi, c'est la 4e entreprise que je commence dans le domaine de la physio, là. Fait que, tu sais, si on commence par le numéro 1, c'était un device pour aider les gens post-AVC pour rééducation de la main. C'était mon premier projet. Puis après ça, 2e projet, c'était un peu plus de mesurer au niveau de l'équilibre avec l'intelligence artificielle. 3e projet, c'était la ludification des exercices. Puis ça, je pense que ça fait 3 ans que je t'ai approché avec ça. Puis là, je suis rendu à mon 4e projet en ce moment. Fait que
sais, tous ces projets ont un thème commun. C'est de vouloir aider les gens qui justement, tu sais, ont besoin de notre aide, tu sais, des gens qui sont en douleur. Ils ont besoin de l'aide des physiothérapeutes, puis c'est ça que, à la base, c'est ma motivation intrinsèque. Sarah, toi? C'est la recherche un petit peu de... Tu sais, quand tu es là où est-ce que tu es aujourd'hui, puis quand tu es parti jour 1, le chemin que tu as fait avec... Tu sais, en fait, je vais faire du pouce sur des quotes qu'on peut sortir une fois de temps en temps, mais des fois, c'est quand on se trompe qu'on réussit à savoir qu'est-ce qui peut fonctionner puis qu'est-ce qui peut ne pas fonctionner. Oui, bien, en fait, on s'est pas nécessairement trompé parce qu'on a fait beaucoup de back and forth avec des professionnels. Fait qu'au début, là, mettons, on avait commencé... En fait, j'avais eu une idée quand je faisais un stage en physiothérapie pédiatrique. Puis je trouvais que les patients, là, on prenait sur les marchettes, parce qu'on est très outils d'aide à la marche puis biomécanique, là. Fait que je regardais les marchettes des jeunes, puis on tapait leurs mains aux marchettes. On prenait leurs mains, puis on les tapait aux marchettes. Puis là, j'étais comme... Puis là, après, eux autres, ils pleuraient. Fait que là, tu sais, des fois, ça pouvait... C'est un manque d'éthique, ça, non? Non. Des fois... Non. Puis il faut le faire encore des fois parce que des fois, ils ont des réflexes, puis tu sais, on n'a pas le choix. Mais je m'étais dit, il y a peut-être moyen d'enlever ces appuis-mains-là. Pourquoi il y a des appuis-mains? Fait que là, au début, on avait vraiment focusé... Parce que dans la marche, les mains sont pas... sont pas nécessaires. En fait, les marches, je peux être dans mes poches là, pendant que je marche. Est-ce que tu marches avec tes mains? Tu sais, on marche pas avec nos mains, mais ce qu'on pas habituellement. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les patients qui ont un handicap physique puis qui utilisent les marchettes, ils marchent avec leurs mains. Fait que là, ce qu'on a essayé de faire au début, c'est d'enlever les avant-bras. Puis on avait vraiment juste fait une marchette avec un soutien partiel de poids. Puis là, après, on s'est dit, OK, fait que là, on a un support partiel de poids. Puis là, après, je me suis dit, OK, bien, si on met des capteurs pour ajuster ce support partiel-là, c'est quoi qui nous empêche de mettre d'autres capteurs? Tu sais, pourquoi juste un capteur? On peut en mettre différents sur notre outil. Fait que là, notre outil d'aide à la marche devient un outil avec différents capteurs pour vraiment capter la biomécanique de marche du patient. Fait que là, c'est quand j'en ai parlé à Dr Marois, qui est un physiatre en pédiatrie reconnu quand même au Québec. Puis là, c'est là qu'il m'a dit, OK, ça a de la valeur. Fait que là, après, je me suis dit, OK, bien, je vais focaliser là-dessus. Je vais focaliser sur des capteurs parce que c'est là que je vais avoir de la valeur, c'est d'aller chercher des données objectives. Fait que là, c'est ça, c'est une méthode agile un peu. Puis je pense que c'est justement en parlant à des gens de l'industrie, en parlant à des gens à des cliniciens qui, eux autres, utilisent la technologie, c'est quoi que vous auriez de besoin? Fait que oui, c'est une méthode très agile pour commencer, mais je pense que toute start-up qui veut vraiment avoir un bon product market fit, que ça s'appelle, là, que leur produit soit vraiment ciblé au marché, n'ont pas le choix d'être agile au début, puis de décider d'ajuster un peu leur technologie en fonction des besoins du client. Mais c'est intéressant ce que tu apportes, Sarah. Puis Sarah, elle a eu, tu sais, elle a gagné le loto 649, première idée, puis ça marche, là. Tu sais, parce que moi, j'ai fait un peu du n'importe quoi au début. Je suis comme, ça a l'air cool, on va faire ça. Puis là, tu sais, mon premier réflexe, c'était d'avoir comme 5 ingénieurs dans mon équipe. Fait que je suis comme, OK, c'est qui 5 amis ingénieurs? On va mettre ça ensemble. Puis, tu sais, les ingénieurs sont beaucoup plus détaillés. Fait qu'après, comme 2-3 mois, ils voient que l'idée, ça tient pas le bout. Puis là, ils quittent, là. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que moi, j'ai fait un peu ça, tu sais, durant mes 3 premières entreprises, quote-unquote. Puis, tu sais, c'est vraiment les incubateurs qui m'ont aidé à avoir un processus un peu plus détaillé puis un peu plus scientifique pour analyser si ton idée a de la valeur. Fait que, comme Sarah a dit, c'est vraiment d'aller voir le consommateur, c'est qui le client, puis de poser des questions, puis vraiment d'apprendre sur ses besoins avant de se lancer dans l'entreprise. Parce qu'il y a toutes sortes de machines de tech qu'on peut construire. Par exemple, à Silicon Valley, un exemple vraiment fou, là, c'est le presse de jus. Là, dans le fond, c'est comme une machine pour presser un jus frais chaque matin. Mais ce qu'eux, ils vendent, c'est comme des sacs avec du jus dedans. C'est même pas un orange, là. C'est comme un sac. Puis ce qu'ils disent dans leur machine, c'est que tu perds 0 millilitre de jus dans le sac si c'est pressé par la machine. Fait que ça, c'est leur valeur ajoutée. Puis ils vendent un modèle de subscription pour leur jus. Puis tu sais, on s'entend que
ils ont levé comme 3 millions pour construire cette machine-là. Mais, on fait ça pour le lait aussi, avec les poches, le oui. lait en poche, là, pour pas perdre de lait du tout. Exact. Fait que dans le fond, tu sais, on parle de caractéristiques importantes pour qu'un projet puisse fonctionner. Ce serait quoi, mettons, 3 caractéristiques importantes, encore, on va dire allô à Mélodie, 3 caractéristiques importantes qu'un projet doit avoir pour que ça puisse fonctionner? Est-ce qu'on en dit 3 chaque ou... Ben, 3 en tout. On peut faire... vous lancer. Ouais. Agile, comme on disait, pour pouvoir justement se réorienter en fonction des besoins du consommateur. Ça, je pense qu'on est d'accord. C'est un peu ça que tu Oui, c'est ça. Nous deux, on utilise la méthode agile qu'on a appris. Là. C'est comme des terminologies. S'adapter à la demande, puis à ce qu'on... un petit peu comme tu disais tantôt, on va aller jusque-là, puis on va voir qu'est-ce que ça nous donne comme information, puis ensuite de ça, on va se réadapter à ça, là, sans avoir un objectif qui, comme dans 5 ans, c'est trop loin. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va être rendu à ce point-là. Là. Je pense que c'est bon d'avoir une vision long terme pour, tu sais, mes mentors me disent, c'est comme si tu prêchais une religion. Là. Quand tu parles de ta start-up, là, tu dois... Puis c'est une autre affaire, c'est que tu dois être très résilient aussi, parce que quand tu vas amener une nouvelle religion qui est ta start-up, puis que tu veux un peu changer comment... Pas changer, mais optimiser. Fait que, c'est de changer un peu quand même la pratique. Ça ne pognera pas d'un coup. Non, exact. Ça. Fait que c'est être résilient sur... C'est pas tout le monde qui vont dire un gros oui en commençant. Oui. Tu vas avoir des lunettes fumées, puis tu vas avoir un peu la vue en rose, là, un petit peu en tant qu'entrepreneur. Puis ça, c'est important. Puis être résilient, je pense qu'un des points importants, c'est vraiment de comprendre le pourquoi on fait ça nous-mêmes. T'sais, moi, c'est ça qui m'a aidé vraiment à me recentrer aussi des fois quand c'était plus difficile. OK, pourquoi je fais ça? Puis là, quand je me rappelle, c'est comme, OK, c'est pour ça que je fais ça. Puis il y a aussi le pourquoi la compagnie existe. Fait qu'il y a 2 pourquoi. Il y a le pourquoi toi, tu fais ça en tant qu'entrepreneur, puis le pourquoi ta compagnie existe, c'est quoi la valeur ajoutée. Il faut continuer à exister comme individu dans tout ça. Hein? Des fois, c'est facile de se perdre. J'imagine où on a l'impression, parfois c'est juste une question de quantité d'heures par semaine, où tu as l'impression que tu es ta business, puis ta business, c'est toi. Mais en fait, techniquement, tu es quelque chose, tu amènes quelque chose à l'entreprise dans laquelle tu travailles. Puis l'entreprise dans laquelle tu travailles, ou pour laquelle tu travailles, c'est un regroupement de personnes qui ont un objectif qui finit par être ta vision. Puis c'est quoi exactement, où est-ce qu'on veut amener le monde? À ce moment-là, c'est ta vision, tu sais. Donc, mais oui, il faut transpirer ça. Je pense que c'est une caractéristique importante. Est-ce qu'il faut que le marché existe, peut-être? Tu sais? Je veux créer quelque chose, là. Tu me parles de... Je vais être capable de vider le sac de jus d'orange pour qu'il ne reste pas 1 millilitre dedans. Mais s'il n'y a pas de marché pour l'acheter... Oui. Bien, ça, c'est un bon point, très bon point. Puis c'est ça que... Avec les cours qu'on a eus, c'est ça qu'on apprend. Parce qu'on ne veut pas commencer un produit dans un marché qui est en train de excuse-moi l'anglicisme, là, shrink. Tu sais, mettons, si demain, je me disais, OK, je vais me lancer pour faire un nouveau journal. Tu sais, c'est qui lit le journal papier, là, maintenant? Il y en a encore, mais tu sais, ça shrink à chaque année. C'est pas un marché en expansion. Exactement. Ça. Parce que la technologie remplace le journal. Exact. Est-ce que, tu sais, tantôt on parlait de à quel point est-ce que les gens peuvent avoir peur que la technologie les remplace, puis dans le fond, les gens peuvent bien avoir peur basé sur, entre autres, là, des publications qui vont amener cette impression-là. Est-ce que la technologie, dans le fond, peut améliorer l'accessibilité? Est-ce que ça serait plus un point qu'on pourrait amener dans ce cas-là? Tu sais, on parlait de remplacer certains trucs qu'on peut faire de façon plus automatisée. Donc, à quel point l'accessibilité peut être améliorée, l'accessibilité, mettons, en physio, grâce à la technologie? Nous, c'est ça qu'on essaye d'aller chercher, là, parce qu'on trouvait qu'il y avait un manque dans l'accessibilité des soins, juste parce que des fois, quand j'étais en stage encore, les patients venaient nous voir une fois aux semaines ou 2. Là, j'étais comme... Puis pendant qu'ils étaient tout seuls à la maison, il n'y avait pas nécessairement assez de stimuli pour continuer de faire de la réadaptation puis continuer de faire des exercices pour avoir des vrais bénéfices puis des gains. Fait que là, je m'étais dit, ça serait tellement incroyable s'ils pouvaient continuer la réadaptation comme s'ils étaient en séance de physio, mais à domicile. Comme ça, on optimise les gains, on optimise le outcome clinique. Puis, oui, il y a moyen d'aller chercher une meilleure accessibilité des soins. Nous, c'est ça qu'on veut faire en permettant de remplacer,
bien, pas de remplacer encore, là, de imiter les séances de réadaptation, mais à domicile. Fait que faire du remote care, donc faire du soin à domicile. Puis je pense que c'est là, dans l'accessibilité des soins, c'est là qu'on s'en va, c'est là que la technologie, que le marché s'en va à cause de, tu sais, il y a eu une pandémie. Ah oui? Il y a eu une pandémie, puis à cause de la pandémie, justement, le monde, du jour au lendemain, ont dû faire des traitements par téléphone. Les physios n'étaient pas habitués de faire des traitements par téléphone. Tu sais, dans mon bac, on avait appris beaucoup de traitements manuels. On n'avait pas appris à nécessairement traiter un patient par téléphone. Fait que là, s'il y avait un outil qui permettait justement une meilleure accessibilité à la maison, puis en permettant de fournir du données, donc nous, c'est ça qu'on veut réussir à changer, c'est de combler le manque de main-d'œuvre en permettant d'amener un nouvel outil à la maison qui va juste aider le professionnel à avoir plus de patients. Ouais, des fois, en fait, si l'outil permet plus d'efficacité, tu as besoin de la main-d'œuvre moins longtemps. Ouais. Donc, cette main-d'œuvre-là, donc on parle même pas juste une question, c'est même pas juste une question de temps, c'est une question de à quelle vitesse la personne peut s'améliorer dans un contexte où elle a de l'aide plus souvent. Là, tu parles du virtuel ou de la télé-réadaptation. J'aimerais savoir votre opinion là-dessus. C'est comme si on parlait de la télé-réadaptation comme un avancement. Bien, pas comme... On peut parler du virtuel ou de la télé-réadaptation comme un avancement en physio. Ça a été une réalité que beaucoup de gens ont vécu dans le contexte de la pandémie, à faire à distance. Pourtant, c'était pas quelque chose de nouveau, là. Donc là, vraiment, la mode peut être poussée par un événement de la société, là. Ça existait déjà, là, faire du virtuel avant, mais si jamais ça avait été amené, en tout cas en physio, à quel point est-ce que c'est le futur, ça, la télé-réadaptation? Mm-hmm. C'est-tu vraiment le futur ou c'est juste comme quelque chose qui a été nécessaire? Comment est-ce qu'on peut voir ça? Mais dans le fond, moi, je me base toujours sur qu'est-ce que les consommateurs ils veulent. Parce qu'à la fin de journée, on est un service. Puis, tu sais, si les consommateurs ils veulent quelque chose, il va falloir qu'on s'adapte pour innover. Donc, on regarde la télé-réadaptation en ce moment, c'est fait via Zoom, via Google, etc., etc. Mais si on regarde les technologies qui s'en viennent, par exemple, le metaverse, le augmented reality, le haptic feedback, tout ça peut faire en sorte que même si on est à travers on est dans cet univers virtuel, on va être peut-être capable de recréer même jusqu'à les sensations de consulter en physio, là. Fait que c'est pas fou, là. Peut-être dans 10 ans, ouais, c'est ça. Donc, quelque chose comme ça. Donc, le virtuel, dans le fond, on a deux sens, là, la vue puis l'audition. Alors, ce serait peut-être juste la première étape sur plusieurs étapes. Exact. Qui nous mènerait vers quelque chose où on sait peut-être pas où ça s'en va, là, dans le fond, vous puis moi aujourd'hui, mais ça peut être juste une première étape basée, entre autres, sur une demande que les gens peuvent avoir de moins se déplacer. Là. De moins se déplacer, mais aussi, tu sais, nous, dans tout ce qui est réadaptation physique, là, une personne en fauteuil roulant, on va lui demander c'est quoi qui te dérange le plus dans ta condition. Ils vont dire que c'est pas être capable de marcher. Fait que c'est quoi que le client veut? C'est de s'améliorer plus rapidement. Puis, tu sais, quelqu'un en douleur aussi, c'est quoi qu'une personne qui est endolorie, c'est quoi son problème? C'est qu'elle veut plus avoir mal le plus rapidement possible, là, est tannée de ressentir des douleurs. Donc là, comment est-ce qu'on les aide à avoir une meilleure réadaptation en moins de temps? Fait que là, je pense que là, la télé-réadaptation donne tout son sens parce que c'est le fait d'être encore plus efficace. Fait que permettre aux institutions, puis bien justement, les assurances, de retourner des gens sur le travail. Fait que, il y a tellement moyen d'optimiser la société maintenant, parce que comment est-ce que ces personnes-là endolories avec des douleurs musculo-squelettiques ou encore des problèmes musculo-squelettiques peuvent redevenir fonctionnelles plus rapidement? Tu parles d'assurance, Sarah. Tantôt, je me posais une question, puis je me demandais les données, puis ce que les assurances peuvent en faire. À quel point est-ce que ça peut être dangereux? Puis là, moi, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est que, dans le fond, en ce moment, il y a beaucoup de données assurantielles qui viennent de la moyenne de combien de temps ça prend à une personne pour arriver, passer d'un point A au point B. Puis là, dans le fond, on a même déjà vu des campagnes des campagnes publiques, là, de tiers payeurs publics au Québec qui disaient, bien, 90% des gens ont réglé leurs problèmes à l'intérieur de tant de semaines.
Là, dans le fond, ils nous demandaient d'afficher ça, puis on se dit, ça n'a pas de sens, dans le fond, parce que les gens qui dépassent ce délai-là, c'est quoi l'impression que ça va leur donner par rapport à leurs conditions? Puis dans le fond, on traite des humains, donc il y a une partie biologique, mais on le sait bien, il y a une partie psychosociale aussi. C'est quoi le danger que les assureurs aient des données par rapport à la capacité de réadaptation de quelqu'un qui ne pourrait pas l'atteindre éventuellement? Puis à quel point est-ce que l'assureur pourrait dire, bien, normalement, selon ce qu'on nous dit aussi en termes de données, tu devrais être rendu là, puis tu ne l'es pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mettons, si je fais un parallèle, là, avec mon assurance automobile, j'avais l'option de choisir que l'application, fallait que j'installe une application, puis ça pouvait me track. Puis là, ça vérifiait ta conduite. Ça vérifiait ma vitesse de conduite dans certaines zones. Fait que, tu sais, je donnais comme un peu... Mais, tu sais, le bénéfice pour le consommateur, c'était que je pouvais avoir une réduction des tarifs. Si tu conduisais bien. Si je conduisais bien. Bien pour eux, en fait. Bien pour eux. Ouais. Fait que selon les normes. Ouais. Puis je me dis, il y aurait moyen d'offrir cette possibilité-là aux consommateurs de, OK, on donne les données aux assurances. Tu sais, je sais pas, là, c'est encore hypothétique, là, on jase. Mais si ces données-là sont accessibles aux assurances, comment est-ce que le consommateur peut en bénéficier? S'il y a quelqu'un de très, très motivé, qui fait ces exercices, qui suit la réadaptation que nos applications donnent, puis qui a vraiment des meilleurs résultats à la fin, puis qu'il est plus fonctionnel en moins de temps, bien, je veux dire, il y a tout son avantage à fournir ces données de réadaptation. Mais tu sais, je pense que tout est dans le consentement, puis est-ce que le patient consent à donner ces informations-là à son assurance? Parce que là, on parle de l'importance des données puis de l'hyper-personnalisation des services ou des produits. En tout cas, là, on parle surtout de services. Tu sais, les gens, la société, les gens en général s'attendent à plus d'hyper-personnalisation, autant en termes de services qu'en termes de produits. Mais on entend beaucoup parler de à quel point il ne faut pas qu'on... Les gens, leur vie privée, les données et compagnie. Alors, moi, je sais que, personnellement, ça ne me dérange pas de donner mes données si c'est pour améliorer mon expérience. Mais il y a comme une dichotomie entre le fait que les gens veulent conserver leur vie privée, mais en même temps veulent l'hyper-personnalisation qui vient avec le partage de leurs données. Comment est-ce qu'on deal avec ça? Bien, c'est une question très intéressante. Puis, au niveau de l'hyper-personnalisation, je pense que ça commence par le consentement de la personne, puis d'être vraiment spécifique sur qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on ne partage pas. Puis c'est ça que, par exemple, le GDPR, eux, ils veulent justement avoir ça, justement, que ce soit hyper précis pour que les gens ils puissent sélectionner, OK, ça, je veux ça, ça, je veux pas ça, ça, je veux ça, ça, je veux pas ça. Puis nous, comme compagnie, tu sais, les compagnies en santé, ce qu'on doit faire, c'est de prendre les informations que les gens ils veulent nous donner, puis après ça, d'essayer d'utiliser ça pour bénéficier le plus possible le patient. C'est qu'il y a tellement d'informations que si les gens doivent décider ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas donner, ça ne rend pas ça simple pour monsieur, madame, tout le monde. Comment est-ce qu'il y a des technologies même qui tentent de rendre ça plus simple, la décision basée sur qu'est-ce que je décide de partager ou pas? Ça existe-tu, ça? Ou je viens d'inventer quelque chose? Bien, il y a de l'IA qui, justement, est capable de regarder sur par exemple, n'importe quel site, là, c'est quoi le privacy policy, puis capable de résumer c'est quoi les points clés. Parce que je pense que là, en ce moment, les compagnies, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de compliquer toute cette affaire-là pour que tu dises, OK, j'accepte tout. Oui, c'est ça. Hein? Mais je pense que... Tu scrolls, exact. Tu as plein de petites cases, puis exact. Tu vas, non, OK, tout accepté. Mais je pense que le futur, ce sera vraiment de design quelque chose qui a du sens pour qu'un consommateur puisse vraiment s'y retrouver facilement. T'sais, on ne veut pas compliquer les choses pour la personne. Puis je pense que il y a un moyen de faire ça, mais c'est sûr que ça prend plus d'efforts au niveau de la compagnie en premier. Mais je pense qu'avec ça, en faisant ça, en étant transparent, les gens vont être plus... ils vont vouloir plus te faire confiance puis te donner les données. Par exemple, Apple, tu sais, ils mettent beaucoup en emphase au niveau de la vie privée, puis beaucoup de gens sont plus... ils font plus confiance à Apple pour partager leurs données que pour Facebook ou Google, par exemple.
pourtant, Apple a eu une violation de son cloud. C'est peut-être la compagnie qui s'est faite le plus ramasser de ce côté-là. Peut-être qu'ils ont décidé d'aller dans cette direction-là, entre autres, à cause de ça. Là. L'éducation peut se faire aussi à travers les professionnels. Je pense que le fait d'avoir justement des professionnels qui sont bien outillés, qui connaissent les données, comment ils vont être traités, ça peut rassurer les patients, puis ça peut les engager même à leur dire, OK, bien, le thérapeute utilise la technologie, le thérapeute sait comment les données sont traitées, puis ensuite, il peut mieux éduquer son patient sur comment est-ce que les données vont être traitées, puis c'est quoi les conséquences ou les bénéfices de donner ces données-là. D'être ciblé de façon adéquate, ça peut être positif dans tous les cas. C'est vraiment plus à quel point est-ce que quelqu'un pourrait venir faire du vol d'identité, par exemple. Là. Des trucs qui amènent des aspects négatifs dans la vie. Là, puis on voit que la société n'est pas tellement encore à jour là, sur c'est quoi l'impact qu'un vol d'identité peut avoir sur une personne, où on entend parler de gens là, que pendant 2 ans, il faut qu'ils se battent pour établir X, Y truc, parce qu'ils se sont fait voler leur nom, leur photo, puis leur numéro d'assurance sociale. C'est comme s'il n'existe rien encore pour protéger le public, on dirait suffisamment de ce côté-là, en tout cas pas au Québec, là, où les gens, on parle de, c'est pas des batailles juridiques, là, mais plus de tellement d'étapes pour réussir à rétablir, par exemple, un crédit ou rétablir mettons un dossier de crédit. C'est beaucoup ça, là, c'est beaucoup, on parle d'argent, là, que ça semble être problématique. À quel point est-ce que c'est problématique avec des données sur la santé? À quel point est-ce que ça peut être un problème si un hacker tombe sur ma résonance magnétique? Mais ça peut être un très gros problème, puis c'est pour ça, notre compagnie, nous, on suit vraiment les procédures, puis on a des procédures en place pour justement que ça ne se passe jamais, parce que c'est super important. Puis je vais te donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui tombe sur des données, puis il voit que tu as un mal de dos, OK? Puis, ce mal de dos, tu ne l'as pas dit à ton employeur, mais si, mettons, toi, tu travailles dans un domaine un peu plus, mettons, je vais te donner un exemple, en construction, puis tu as besoin justement que tu sois à 100% top shape, mais imagine si cette donnée-là, il est divulgué à, mettons, l'employeur, qu'est-ce que l'employeur, il ferait? C'est la discrimination basée sur ça. Exactement. Donc, basée sur des consultations antérieures, même si la problématique est résolue, par exemple. Donc, il peut y avoir de la discrimination basée là-dessus. C'est quelque chose qu'on voit peut-être, en tout cas, qu'on a peut-être un peu dans l'angle mort, là, mais qui est une réalité, effectivement, qui peut se produire. Mais dans tout ça, est où la place de l'humain? On parle d'intelligence artificielle, puis de données, puis, l'humain, qu'est-ce qu'on fait quoi avec ça? Parce qu'en fait, on parle quand même de nos patients, c'est des personnes en chair et en os. Où est-ce qu'on place l'humain dans tout ça? Mais c'est ça, c'est une réflexion que nous, en tant que physiothérapeutes, on doit avoir collectivement pour voir comment on peut embrasser la technologie puis pour l'utiliser au lieu d'avoir peur de la technologie. Parce que veux pas, ça s'en vient. Que ça soit nous ou ça soit quelqu'un d'autre, ça, c'est sûr que la technologie va s'installer. Puis là, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que physiothérapeute? Bien, c'est de vraiment penser collectivement, OK, comment on peut mieux intégrer la technologie? Même chose que les radiologues. Les radiologues, on pense que souvent, c'est facile de les remplacer par, justement, de l'IA, parce que si on regarde des scans, le IBM Watson, il est capable de faire ça avec une précision. Beaucoup de ratés, là, ça, beaucoup de ratés, mais c'est ça, c'est pas parfait. C'est pour ça que, ils remplacent pas les radiologues, mais ils ont cette peur aussi. Mais là, ils commencent à se réinventer un petit peu. Même chose pour, les pharmaciens. Avec la technologie, ils essaient de se réinventer un petit peu puis avoir d'autres rôles. Puis je pense que nous, ça va être notre réflexion aussi. Puis c'est important que on ait des conventions où tout le monde s'assoit puis on discute vraiment de comment on peut amener la physiothérapie plus loin au lieu de faire comment on peut se protéger de la technologie. Oui, c'est ça. C'est quoi les nouvelles responsabilités qui peuvent se développer dans le contexte d'avancement technologique? Je pense que ça va être de garder une approche avec, entre thérapeute-patient, de montrer que derrière la personnalisation des soins avec le AI ou avec n'importe quel autre type de technologie, qu'il y a quand même des humains en arrière, puis qu'on a une approche centrée sur le patient,
qui permet de, si jamais le patient a besoin de se confier, qu'il ne va pas nécessairement se confier à une machine, qu'il peut se confier à un humain qui va comprendre son besoin, qui va être là pour écouter. Je pense qu'il y a des fois, les patients, ils ont besoin de juste, se confier. Ça peut, le fait de le verbaliser, qui ont de la douleur, des fois, juste ça, ça peut vraiment les aider. Fait que de tout le temps rassurer le patient, de dire, OK, bien, tu sais, voici ta personnalisation des soins, mais je suis là s'il y a quelque chose qui se passe. Je pense que ça peut vraiment aider le patient. À quel point est-ce que la technologie peut jouer un rôle positif dans la reconnaissance de notre profession? Est-ce que la technologie peut jouer un rôle positif? Puis, tu sais, dans le fond, si on parle de reconnaissance, tantôt tu parlais des radiologistes, donc si on parle des médecins spécialistes, des pharmaciens qui prennent plus de responsabilités dans leur propre entreprise, finalement, dans leur propre domaine, les infirmières, qui sont beaucoup en nombre, évidemment. Alors, le nombre, c'est sûr que ça a une influence politique en termes de lobbying. Donc, si on parle d'influence, si on parle de présence, en termes de nombre en physio, on n'est pas énorme, on n'est pas énormément de gens. On reste quand même un domaine assez niché, là, si on compare, par exemple, la quantité de CPA, des comptables, ou la quantité d'ingénieurs, et même la quantité d'infirmières. Si on parle de reconnaissance, bien, c'est toujours comparativement à d'autres personnes, d'autres professionnels, d'autres non-professionnels. Donc, à quel point est-ce que la technologie peut jouer un rôle positif dans la reconnaissance de la profession pour les physios, pour les technologues? Mm-hmm. C'est une question très intéressante. Puis nous, de notre côté, un de nos buts de notre application, c'est aussi de mettre en emphase l'expertise des professionnels, des physiothérapeutes. Donc, ça va être vraiment ça. Je pense que la technologie, si on le construit avec l'idée que ça aide les patients puis les physiothérapeutes, puis c'est une extension, puis pas un remplacement, bien là, soudainement, on va mettre de l'avant c'est quoi de la physiothérapie, parce qu'on va s'entendre sur une chose, beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi encore la physiothérapie, même si on pense que, il y en a beaucoup qui savent, donc, dans les événements de réseautage, quand je parle que je suis physiothérapeute, les gens, ils me sortent toutes sortes d'affaires. Là. OK? Donc, Qu'est-ce que les gens disent? Mais ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce que je fais. Donc, ils ont une idée générale que c'est dans le domaine de la santé, mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'on fait on a day-to-day basis. Donc, ils ne savent pas, par exemple, qu'on peut aider les gens qui sont en douleur. Ils pensent que ce serait juste d'autres professionnels de la santé qui peuvent aider ça. Donc, juste, même quelque chose d'assez simple, de base, comme ça, comme, OK, les physiothérapeutes peuvent aider les gens qui sont en douleur, qui ont de la douleur musculo-squelettique. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Puis je reviens à ta question. Là, on parle de la place du physio, puis comment est-ce qu'il peut se faire reconnaître plus. On parle beaucoup de la place du physiothérapeute en urgence, tu sais, avec les premières lignes. Oui. Fait que là, je me dis, c'est quoi, tu sais, mettons, la technologie qui permettrait de cibler directement. Est-ce que ça, c'est un problème pour voir un médecin ou est-ce que c'est vraiment un problème pour voir un physiothérapeute? C'est un problème de ce que la population en général sait qu'elle doit faire ou pas dans un contexte d'une douleur. Tu sais, je compare les gens qui me lisent un petit peu, les gens vont... Ça m'arrive de comparer la physio au dentiste. Puis dans le fond, c'est une douleur à une dent. Tu sais que tu dois aller voir le dentiste. Peut-être que tu vas prendre 2 Advil à cause de ta douleur à ta dent, mais tu vas prendre un rendez-vous chez ton dentiste. Puis quand je parle de ça avec les gens, il y a des gens qui vont me dire... Ben dans le fond, c'est assez clair pour les gens, parce qu'une douleur à la bouche ou à une dent, c'est un dentiste. Mais c'est pas clair pour j'ai mal au dos. Mais en fait, c'est juste pas clair parce qu'on n'a pas rendu ça assez clair. C'est vraiment juste une question de le rendre clair. C'est une question de comment est-ce qu'on l'expose à la population puis l'éducation qu'on est capable de donner. Donc, une des raisons pour lesquelles on a besoin d'avoir des physios, parce que je sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi, mais une des raisons pour lesquelles on doit avoir des physios à l'urgence, c'est parce que les gens vont à l'urgence quand ils ont mal au dos. Les gens vont pas à l'urgence quand ils ont mal à une dent. Ou très peu, là, à moins d'avoir eu un trauma au visage. Il y a des dentistes qui travaillent dans les milieux hospitaliers, pas énormément, mais il y en a quand même là, pour des blessures importantes au niveau du visage. Alors, c'est comme une question de marketing, à quel point est-ce que les gens sont conscients que si j'ai mal au dos, je peux aller voir mon physio, mon technologue. Mais la technologie pourrait le recommander, ça, en disant ça, c'est un physiothérapeute. Tu peux aller voir le médecin.
mais le physiothérapeute est capable de le traiter. Fait que, tu sais, c'est l'éducation, ça passe. La technologie peut envoyer des recommandations comme ça, qui est d'aller voir un physio. Il y a de la place à mettre la physiothérapie de l'avant à travers la technologie, surtout en réadaptation. Puis, tu sais, de notre côté, nous, un de nos buts, c'est vraiment, avec la technologie, de pouvoir scale l'impact, puis, tu sais, la parole des physiothérapeutes, puis de mettre ça en avant. Parce que sinon, si on est on est quoi? On est 6 000, 8 000, 8 000? C'est 9 000 dans l'ordre, là, ouais. C'est ça, c'est pas gros. Au Québec. C'est pas gros au Québec, mais avec la technologie, soudainement, on peut, avec, tu sais, l'effet de network, on peut soudainement, être mis en avant-scène. Fait que ça, c'est un de nos buts principaux. Juste nous, avec, tu sais, mettons, notre technologie, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que des fois, dans des foyers de personnes âgées, ça prenait 18 mois avant de voir un physio. Fait que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut rendre la physiothérapie accessible, puis que l'infirmière soignante qui est avec un patient soit capable d'avoir les recommandations du physio, puis de comprendre un peu c'est quoi que le physio ferait à travers notre plateforme. Fait que c'est de traiter les informations, traiter les données, puis de montrer, OK, ça, c'est les recommandations qu'un physio pourrait donner, parce qu'on va créer un modèle d'intelligence artificielle basé sur les recommandations d'un physiothérapeute. Donc, c'est de voir puis d'être en contact avec ce que le physio pourrait recommander pour essayer de rendre ça plus accessible à la population au complet. Ça, c'est un bon point. En fait, c'est une statistique qui est intéressante. Si ça prend 18 mois à quelqu'un de consulter, puis on le sait, là, par exemple, sur des listes d'attente pour voir des physios, là, c'est pas juste dans les résidences ou dans les CHSLD où des fois, il n'y a même pas de professionnels de la réadaptation. On sait qu'il y a des listes d'attente d'au-dessus de 20 000 personnes qui attendent pour voir un physio, des gens qui n'ont pas toujours les moyens non plus là, de se payer de la physio. Il y a une réalité, c'est que c'est à partir du moment où nous, on n'est pas accessible, c'est ça. Bien, c'est n'importe qui d'autre pourrait essayer de faire ce que nous, on fait, t'sais. Puis on le voit déjà, là. Donc, si c'est simple pour quelqu'un d'imiter qu'est-ce qu'on... Bien, c'est pas simple d'imiter qu'est-ce qu'on fait, mais si c'est quelqu'un, par exemple, qui est à l'extérieur de notre ordre professionnel, qui n'a pas un titre professionnel puis qui peut s'immiscer, évidemment, l'ordre ne peut pas avoir un... Tu sais, l'ordre, évidemment, protège notre titre professionnel puis qu'est-ce qu'on fait, mais l'ordre a des limites en termes de budget puis de capacité aussi. Donc, si ça prend 18 mois pour arriver à avoir un professionnel de la réadaptation en résidence, par exemple, bien moi, je m'imagine que si c'est moi qui cherche le service ou si c'est ma mère ou mon père qui est en résidence, je vais trouver une alternative. Puis en fait, c'est souvent une des raisons pour lesquelles des choses peuvent être mises sur le marché ou peuvent être développées. C'est à partir du moment où il y a un besoin puis il n'est pas bien répondu. Les médecins vont probablement finir par vivre aussi cette réalité-là, dans le sens où je pourrais aller voir mon médecin. Puis peut-être que les médecins au Québec veulent bien gagner leur vie puis c'est correct. Sauf que si je suis jamais capable de voir mon médecin, je vais trouver des alternatives. Peut-être que je vais m'inscrire à une plateforme pan-canadienne, je vais payer par mois, puis dans le fond, mon médecin va perdre un client. Ou un patient, si on veut le mettre comme ça. T'sais. Puis il y en a plein d'applications de télémédecine qui peuvent être connectées avec un médecin. Fait que pourquoi pas en réadaptation aussi. Ça nous permettrait de ben, je dis nous, mais genre, j'ai un bac en physio, mais de mettre la physiothérapie de l'avant. Tu peux être inclusive puis te mettre dans cette inclusion-là, Sarah. Je voudrais vous remercier pour votre temps puis d'avoir partagé ces informations-là. C'est une discussion super intéressante. Je vous laisse un petit mot de la fin, une petite conclusion là, à chacun. Comment est-ce que vous voudriez classer ça? Puis c'est quoi votre résumé là, de la discussion qu'on a eue aujourd'hui là, sur l'impact de la technologie et l'intelligence artificielle en santé? Moi, je reviendrai sur un commentaire que Denis Pelletier avait dit à ton premier podcast. Je pense que l'intelligence artificielle va vraiment permettre une personnalisation des soins qui va encore jamais avoir été rencontrée dans l'histoire de la réadaptation. Fait que je me dis que les physiothérapeutes devraient être, commencer à se tenir au courant de ce qui va commencer à se mettre sur le marché en termes de technologie de réadaptation parce que ça pourrait vraiment optimiser leur pratique. Nous, on travaille justement pour une niche, mais je vous invite à regarder ce que Aura Médical, comment est-ce qu'on pense changer, révolutionner un peu la réadaptation à domicile. Puis moi, mon take-home message, ce serait, je pense que la technologie doit être un point rassembleur
au niveau de la profession de la physiothérapie, puis il faut en discuter de vive voix, puis de lancer des idées pour vraiment qu'on puisse, je dirais pas redéfinir, mais de voir comment on peut s'améliorer tout ensemble, puis intégrer mieux la technologie pour que justement, de un, les gens nous connaissent un petit peu plus, puis qu'est-ce qu'on fait, puis de deux, de s'assurer que c'est pas d'autres compagnies qui vont venir puis dire, OK, on remplace la physiothérapie, puis that's it. Ce serait ça mon message. Sarah Lambert, Zen-Shen, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se parle bientôt. Merci, François. Merci. Merci tout le monde d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Je trouvais ça super intéressant, cette conversation-là, qu'on aurait pu continuer pendant une autre heure avec Sarah et Zen. Je ne sais pas qu'est-ce que vous sortez comme conclusion, mais je pense qu'on peut sortir comme conclusion que malgré la technologie, l'humain est encore au centre même des décisions puis de l'évolution de ce qu'on veut apporter au niveau technologique, autant en physio qu'en santé. Si jamais vous voulez me suivre sur Internet, Frankie Physio sur Instagram. Merci beaucoup de nous avoir écoutés encore. À la prochaine. Le pouls de la physio est une présentation de Medexa, Physiotech, service d'électrothérapie et Médical Tronic.